Alors, c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler du Fonds du logement et de nos activités qui sont quand même assez nombreuses. Et peut-être pour commencer, un petit peu d'histoire. Je ne sais pas si... Voilà. Un petit peu d'histoire. Ensuite, je parcourrai les missions et activités du Fonds, les conditions générales d'accès qui sont valables pour toutes nos activités. Et puis, on se penchera un peu sur les crédits immobiliers et les prêts verts, sur l'aide à la constitution d'une garantie locative. Ensuite, on parlera un petit peu du secteur locatif et de la production et de vente de logements. Et on terminera avec quelques chiffres, je dirais, pour résumer l'aspect financier de toutes ces activités. Alors, en fait, le Fonds, c'est une institution assez ancienne. Elle fêterait ses 92 ans cette année. En fait, le Fonds du logement des familles nombreuses de Belgique est né en 1929, un peu dans les suites de la reconstruction d'après-guerre. Et c'était déjà à l'époque la grande problématique de l'accès à un logement décent, et en particulier pour les familles. Alors, en 1985, il y a eu un mouvement de régionalisation, et donc il y a eu la création des Vlaams Woningfonds et du Fonds du logement wallon. Et puis, comme la région bruxelloise n'était pas encore créée, il y a eu une antenne bruxelloise du Fonds national des familles nombreuses qui a été créée dans l'attente de la naissance de la région. En 1989, c'était la naissance officielle du Fonds du logement de la région bruxelloise, qui est donc une société coopérative et dont le capital est détenu très majoritairement par les mouvements familiaux, donc par la Ligue et le Gezinsbond, ainsi que quelque part de personnes physiques. Alors, on a un conseil d'administration qui est composé d'une manière un peu atypique. Donc, nous avons 12 administrateurs, 8 francophones et 4 néerlandophones, plus 2 commissaires du gouvernement, bien entendu. Alors, 6 administrateurs sur les 12 sont proposés directement à l'Assemblée générale par les mouvements familiaux, donc par la Ligue et le Gezinsbond. 3 administrateurs sont proposés par le gouvernement qui ont le choix sur une liste double présentée par la Ligue et le Gezinsbond. Et 3 administrateurs sont proposés directement par le gouvernement. Voilà, c'est un compromis savant entre les mouvements familiaux et l'action publique en région bruxelloise. Alors, j'essaie de... Alors, attendez, voilà. Alors, quelques chiffres quand même depuis 1989. C'est quand même pas moins de 20 000 ménages qui sont devenus propriétaires grâce au crédit du Fonds. Mais on a aussi beaucoup construit. On a construit 1812 logements, ce sont les chiffres 2020, acquisitifs ou locatifs, et qui ont été mis en service. À partir de 2011, on a fait du prêt vert. On en a quand même fait 3200 à ce jour. Et on a commencé l'activité de garantie locative, plus précisément le crédit garantie locative en 1999. Et là, c'est pas loin de 8700 aides à la constitution de la garantie locative que nous avons pu accorder. Alors, quelles sont les missions et les activités du Fonds du logement? En fait, c'est ce qu'on appelle, nous, les leviers du parcours logement. Parce qu'en fait, la mission du Fonds, c'est avant tout faciliter l'accès au droit au logement, un logement décent et le plus pérenne possible. Et on travaille, bien sûr, dans le territoire de la région Bruxelles-Capitale. Et donc, on offre à des ménages à revenus faibles, modestes et moyens, soit le crédit hypothécaire à taux réduit, qui est quand même la manière la plus rapide d'accéder à un logement pérenne. On produit aussi des logements destinés à la vente, enfin, on en produit aussi destinés à la location pour notre propre parc. Et on a donc ce secteur d'aide à la constitution d'une garantie locative. La constitution d'une garantie locative, le barème est celui du logement social. Et notre secteur locatif également. Donc, les barèmes là sont alignés sur ceux du logement social. Par contre, pour la question de la garantie locative, nous avons introduit une proposition de modification de la réglementation pour élargir aussi les barèmes, entre autres choses. Parce que la problématique avec la cherté des loyers, eh bien, la garantie locative, vraiment, ça demande quand même une épargne assez considérable, plus le logement est grand. Alors, les conditions générales d'accès à toutes les activités du Fonds, c'est qu'on travaille avec un système de barème de revenus, qui ne sont donc pas les mêmes dans toutes nos activités. Il y a une obligation de résidence dans le logement acquis au moyen d'un prêt du Fonds ou loué au Fonds.
Il y a des conditions de patrimoine immobilier, donc on ne peut pas être multipropriétaire. On s'adresse aux primo-acquéreurs. Et bien entendu, le logement est sur une des 19 communes de la région. Ça, c'est commun à toutes nos activités. Si on se penche maintenant sur les crédits immobiliers et les prêts verts, bien, le crédit acquisitif du fonds, c'est un taux qui va de 1,7 à 2,5% maximum. Ce taux n'est pas fixé en fonction du risque ou en fonction de l'apport. Ce taux est fixé, ni de la durée. Ce taux est fixé vraiment en fonction de la composition du ménage et de ses revenus. Et donc, il n'y a pas de prime de risque pour une quotité importante ou pour une durée importante. C'est uniquement la composition du ménage et ses revenus. Le taux est fixe. Donc, l'adaptation quinquennale qui a existé jusqu'il y a 2-3 ans n'existe plus. Elle a été supprimée. Alors, la durée du crédit peut aller jusqu'à 30 ans maximum. Et on peut accorder un crédit qui sera remboursé avant les 70 ans de la personne la plus âgée du ménage. Alors, les obligations relatives à l'habitation, c'est bien entendu l'habitabilité, la sécurité et la salubrité. Donc, on finance beaucoup de travaux aussi parce que les logements sur le marché secondaire ne sont pas toujours dans un état extraordinaire. On peut financer jusqu'à 120% de la quotité, donc de la valeur vénale du bien. Et donc, le crédit maximal atteint 577 000 €. Inutile de dire qu'on n'y arrive jamais, enfin, ce n'est pas des cas fréquents. Et ceci, ça dépend évidemment de la composition du ménage, puisque le crédit maximal est plus important pour un ménage avec de nombreuses personnes à charge que pour un ménage isolé. Nous avons instauré il y a des années déjà aussi la possibilité d'une mensualité progressive qui a une augmentation de 1% par an et donc qui permet d'être quand même inférieur à l'index en principe. Et depuis 2019, on a donc supprimé l'adaptation quinquennale pour les nouveaux contrats et pour les contrats en cours, on l'applique, mais uniquement à l'avantage des emprunteurs. Alors, nous faisons aussi depuis 2011 des prêts verts. Et nous avons d'ailleurs une collaboration avec Bruxelles Environnement et avec HomeGrade pour le prêt vert actuel, mais nous sommes en train d'ailleurs de préparer aussi un tout nouveau produit qui sera un crédit unique pour des travaux de rénovation et des travaux de rénovation énergétique, parce que tout ça revient quand même à des travaux de rénovation. Et donc, on est en train de préparer ça, et si tous les textes passent suffisamment rapidement au gouvernement, on pourrait lancer, je dirais, fin du premier trimestre de l'année prochaine, ce nouveau crédit Éco-Réno. Mais en attendant, donc, nous avons quand même déjà un crédit pour travaux qui vise à une meilleure performance énergétique. Le montant maximum est de 25 000 €. C'est un crédit hypothécaire. Et ça, ce sera aussi une grande nouveauté pour l'année prochaine, c'est qu'on ferait un crédit aussi à la consommation. Le taux va de 0% à 2% et le taux est fixe. Et donc, vous voyez que bon an, mal an, chaque année, on réalise de l'ordre de 250 crédits verts. Le montant moyen n'est pas extraordinairement élevé, mais il faut savoir que beaucoup de ces crédits sont aussi concomitants à l'achat du logement, lequel absorbe déjà quand même beaucoup de la capacité financière des ménages. Voilà, donc la mensualité moyenne, vous l'avez, et le taux d'intérêt, il est de 0,44%. Alors, vous avez ici, je trouvais intéressant de reprendre les barèmes des crédits et qui sont également les barèmes pour acquérir un logement produit par le fonds. Donc, ces barèmes ont été quand même assez rehaussés depuis 2015. Et donc, maintenant, vous voyez que si vous avez 4 personnes à charge et plus, et que vous êtes dans un ménage, j'aurais dû mettre la légende, qui a 2 revenus, eh bien, vous pouvez monter jusqu'à un plafond de 98 642 € d'imposable. Un isolé, lui, est limité à 49 000 € de plafond de revenus. Ces revenus sont indexés chaque année. Alors, si on parle de l'activité 2020, eh bien, bon, 2020 a été une année difficile pour tout le monde, incontestablement, et donc elle a un petit peu affecté nos volumes, mais finalement, on a quand même pu accorder 765 crédits hypothécaires. Ça représente quand même un investissement de 148 millions €.
et un encours de gestion de crédit qui est de quasiment 11 000 crédits. Alors, une grosse activité du département des crédits, c'est apporter de l'information aux ménages. Et ça absorbe quasiment un tiers des ressources du département. Et donc, c'est 11 000 ménages qui ont bénéficié d'un entretien et ou d'une simulation. Donc, une simulation, c'est quoi? C'est la question que posent les ménages qui s'adressent au fonds, c'est de dire, mais je peux emprunter combien? Et donc, on peut faire une petite simulation rapide pour indiquer jusqu'à quel budget il pourrait emprunter et que ce ménage puisse à ce moment-là rechercher un logement dans ses facultés. Alors, c'est assez stable aussi année après année. Nous avons quand même un pourcentage écrasant de ménages emprunteurs qui sont dans les barèmes de revenus du logement social. Donc ça, je dirais que le fonds est extrêmement fier de ça parce que ce sont autant de ménages qui ne vont pas gonfler les listes d'attente du logement social et qui ont trouvé une solution pérenne pour leur logement. Alors, si on rentre maintenant dans le domaine de l'aide à la constitution de la garantie locative, on sait combien la problématique de la garantie locative est difficile en région bruxelloise du fait notamment de la hauteur des loyers. Et donc, vous voyez quand même qu'au cours des années, depuis que le fonds Bruegel existe, même si nous avons eu moins de dossiers en 2020, mais on tourne quand même, en 2020, on était quand même à plus de 760. Et en 2019, on avait dépassé les 1000 garanties locatives. Alors, le principe, c'est que le bail doit être conclu pour minimum 1 an, ce qui exclut pas mal de ménages pour l'instant de l'aide à la constitution de la garantie locative. Et donc, dans le projet d'arrêté que nous avons soumis au cabinet, nous voudrions changer ça pour justement ouvrir le dispositif de garantie locative à des ménages qui sont tellement précaires qu'ils ont un bail inférieur à 1 an. Le logement ne peut pas être un logement social parce que le logement social a son système propre de garantie locative. Le logement à louer doit répondre à des exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité. On peut prêter 100% de la garantie locative et le versement est fait sur un compte bloqué classique bailleur-preneur, mais l'intervention du fonds est invisible. Et ça, c'est un point très fort du dispositif, c'est que le bailleur ne sait pas que la garantie locative a été prêtée par le fonds. Alors, comme nous avions un nombre tout à fait, que nous jugions trop faible de crédits, en 2018, nous avons mis à la demande du gouvernement un fonds Bruegel en place. Et donc, nous utilisons le système de cascade, c'est-à-dire que tout ménage qui s'adresse au fonds ou envoyé par le CPS, on va d'abord voir s'il peut obtenir le crédit garantie locative. Parce que c'est un crédit à taux zéro et la période de remboursement, elle est de maximum 24 mois, mais elle ne peut pas dépasser la durée du bail. Et ça, c'est un des problèmes pour les baux très courts, évidemment, c'est que c'est souvent trop lourd. Il faut savoir que nous sommes soumis, évidemment, aux dispositions du Code de droit économique et au contrôle de la FSMA, et donc il y a obligation de vérifier la solvabilité du demandeur et évidemment interdiction d'octroyer un crédit à une personne qui serait déjà trop endettée. C'est comme ça que le fonds Bruegel trouve tout son sens, c'est que si le crédit ne peut pas être obtenu, eh bien, on propose aux ménages à ce moment-là de s'affilier au fonds Bruegel. Et ça veut dire que le fonds va se substituer à ce ménage pour déposer la garantie locative sur le compte classique bailleur-preneur. Mais évidemment, l'adhérent doit restituer ce montant au terme du bail. Alors, l'adhérent va payer une contribution mensuelle, c'est la règle d'un fonds mutualiste, qui est donc modérée, voire même faible, et en fonction des ressources mensuelles du ménage. Et ces cotisations, ces contributions sont reversées au moment où la restitution de l'aide a lieu. Et donc, quelque part, ça permet à ce ménage d'avoir constitué une petite épargne. Alors, il peut y avoir jusqu'à 2 aides simultanément. Et je dirais qu'il y a l'intervention possible d'un CPAS. Sur le terrain, la collaboration marche d'ailleurs très, très bien avec les CPAS qui nous envoient beaucoup de ménages. Là où on n'a pas encore réussi, mais on reprend les discussions, c'est à essayer de prolonger la collaboration et notamment pour éviter de devoir exclure
les ménages qui sont affiliés au Fonds Bruegel et qui ne sont pas en ordre de contribution ni en ordre de restitution. Parce que sinon, bien, ça recommencera, ces ménages, on va devoir les exclure et ils n'auront plus d'autre solution que de s'adresser à nouveau aux CPS. Or, le but était de soulager les CPS de tout cet aspect, de toutes ces problématiques. Et donc, en 2020, on a octroyé nettement moins de garanties locatives qu'en 2019, mais ça s'explique tout à fait parce que le marché locatif a été littéralement gelé pendant des mois. Et on a octroyé 420 aides à la constitution de garantie locative via le crédit à taux zéro. Donc, en réalité, beaucoup de ménages s'adressent au fonds en s'imaginant qu'ils n'auront jamais droit au crédit, et puis finalement, ils y ont droit. Et 342 donc, au fonds mutualiste. Alors, nous arrivons maintenant à l'aide locative, ce qu'on appelle l'aide locative. C'est un peu une appellation historique du fonds. En réalité, c'est un secteur locatif à loyer modéré. Donc, les loyers sont plus importants que les loyers du logement social. Mais bon, le fonds n'est pas financé non plus comme le logement social. Et la typologie des logements est aussi assez différente. On verra quelques photos tout à l'heure. Par contre, nous nous alignons tout à fait sur les principes du logement social. Donc, les candidats ils s'inscrivent dans un registre de candidature qui est géré de façon chronologique et de façon anonymisée, bien entendu. Et la seule obligation, évidemment, c'est de renouveler annuellement sa demande d'inscription. Tiens, voilà, j'étais bloquée sur un slide. Alors, quelques chiffres clés. Notre parc de logements atteint aujourd'hui 1500 logements, ce qui est une CISP moyenne, je pense, enfin, peut-être petite avec le regroupement des CISP. Donc, on a 1500 logements, on en aura 1645 au terme de tous nos programmes. On a encore quelques chantiers en cours. On a 3537 candidats dans le registre, en tout cas fin 2020. C'est évidemment énorme quand vous comparez ça au parc de logements. Il y a eu 1683 nouvelles demandes durant l'année 2020 et 77% des demandes qui ont été adressées au fonds étaient recevables. Alors, nous avons aussi envoyé 3600 invitations à renouveler la candidature et il y a eu 1329 radiations, dont 1003 pour non-renouvellement. Ça, c'est toute la gestion du registre, c'est assez lourd. Alors, un chiffre dont on peut être très fier, c'est que fin 2020, nous avions 97% de taux d'occupation de notre parc immobilier. Comment est-ce que ça s'explique? Eh bien, d'une part, parce que nous avons entamé depuis 2000, donc ça fait déjà 20 ans, en 2000, on a entamé une rénovation systématique de notre patrimoine. Et donc, on a fait ça, je dirais, durant ces 20 dernières années. Et donc, évidemment, maintenant, le patrimoine est à bien meilleur niveau. Et donc, les travaux ou rénovations que nous devons encore effectuer, on peut les faire beaucoup plus en site occupé. Ou alors, en tout cas, elles sont beaucoup plus réduites. Et elles sont réduites à ce moment-là à la rotation locative et à la remise en état locatif. Alors, il y a 1412 ménages locataires. Il y a eu 91 attributions en 2020, alors qu'il y en avait eu 260 en 2019. Mais évidemment, ça, c'est aussi tributaire des programmes de livraison des logements. Donc, en 2020, en fait, on a eu beaucoup de retard sur les chantiers et donc, il n'y a pas eu de logements locatifs qui ont été livrés, de nouveaux logements locatifs. Alors, ce qui est malheureux et ce qui fait mal comme statistique, c'est que 80% des ménages ont attendu plus de 4 ans pour avoir un logement. C'est pour ça que tous ces ménages, on essaye de les orienter vers l'acquisition de leur logement, si c'est possible. Il n'y a eu que 6 mutations l'année passée et le loyer moyen, ce qu'on appelle le montant à payer moyen, est de 635 € par mois. Alors, quel est le système du fonds pour calculer ces loyers? En fait, le système du fonds est de fixer un loyer contractuel qui est déjà inférieur à celui du marché, mais qui serait la fourchette haute. Et en fonction des revenus et de la composition du ménage, il y a des diminutions qui sont accordées. Et ces diminutions sont réanalysées tous les 2 ans. Donc, si la situation du ménage s'améliore, eh bien, le loyer va un petit peu augmenter. Si elle se détériore, eh bien, il va baisser.
Alors, le patrimoine de l'aide locative et donc du secteur locatif du fonds est très différent de celui du logement social. En fait, le fonds a commencé dans les années 70, à un moment où Bruxelles avait encore des prix extrêmement bas. Le fonds s'est lancé dans une campagne d'acquisition de maisons unifamiliales. Et donc, nous avons en fait encore aujourd'hui 30% de notre patrimoine qui sont des unifamiliales disséminées dans la région. 41%, ce sont des bifamiliales. Donc, ce sont des unifamiliales qui ont été divisées en deux. Généralement, le ré premier, et puis le deuxième est le comble. Et on a 12% de trifamiliales. Bon, ces immeubles ont été divisés. Parfois, on les avait achetés déjà divisés. Et donc, vous voyez qu'en fait, il y a eu ensuite, quand Bruxelles est devenue absolument inabordable sur le marché, nous avons commencé, comme les autres opérateurs, à construire des immeubles comportant plus de logements. Et aujourd'hui, effectivement, la taille de nos immeubles, c'est plutôt 35 à 50 logements locatifs un ou deux ou trois logements. Donc, à terme, il y aura 1645 logements à la fin du plan logement. Et nous avons encore 174 logements aujourd'hui, fin 2020, donc il y en a moins aujourd'hui. À mon avis, il doit rester de l'ordre de 120 logements qui sont encore en chantier. Alors, vous voyez ici la répartition des immeubles et des logements par commune. Bon, on n'est pas également répartis sur toutes les communes, vous en doutez. Hein, certaines communes sont beaucoup trop chères, elles étaient déjà dans les années 70-80, mais on est quand même présent sur tout le territoire de la région. Alors, je vais vous montrer ici un peu de... Attendez, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Je crois que je l'ai... Voilà. Voilà les exemples de logements. Donc ici, vous voyez la typologie. Ça va la maison de maître, ça va à la grande maison unifamiliale, ça va... la rue Rogier à Schaerbeek, c'était un immeuble existant, mais qu'on a rehaussé. On a remis encore... on a pu le rehausser d'un niveau et on a pu faire deux duplex là-haut. Nous avons aussi un petit site à Berchem-Sainte-Agathe qui comporte, enfin c'était un peu comme des chalets suisses, comme ça sur un très grand terrain, et qu'on avait racheté il y a une vingtaine d'années à la Fondation Père Damien. Alors évidemment, on a évolué vers des immeubles plus grands. Je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas quand il y a des photos. Ah. Voilà. Voilà, les immeubles moyens et les plus grands complexes. Bon, je vous en montre quelques exemples. Hein. La rue de Birmingham à Molenbeek, ça c'était une réaffectation d'un immeuble industriel. La rue du Berger à Excel. La rue Koenraad dans le bas de Saint-Gilles, là c'était aussi une réaffectation d'un entrepôt. Ça c'est par exemple notre plus gros immeuble de logement locatif. Il comporte 72 logements ensuite. Et donc la rue de la Fraternité à Schaerbeek, ça c'était un immeuble, c'était une école. On a réaffecté en logement. Alors, depuis tous les permis que nous avons introduits en 2011, eh bien, nous avons... J'ai vraiment un problème avec les photos. Voilà. Donc, tous les permis qui ont été introduits depuis 2011, alors là, ce sont des logements passifs. Et donc, ce qu'on a fait dans le cadre, nous avons été chargés dans le cadre du plan logement, nous avons été chargés d'en développer 500 pour venir un peu en soutien avec au programme de la SLRB et d'autres opérateurs. Et nous avons décidé de faire la plupart de ces immeubles du plan logement sont en fait des missions mixtes. C'est-à-dire que nous avons lancé des programmes acquisitifs sans subvention, d'ailleurs ce qu'on appelait nos programmes de construction-vente, de sorte à avoir une mixité de locataires et de propriétaires sur les sites du plan logement. Et donc, ce que vous voyez là, la rue du Delta à Forêt, eh bien, il y a plus ou moins la moitié de l'immeuble qui a été vendu et l'autre moitié est en aide locative. Bon, la rue Stage à Laken, ça c'est une ancienne maison de repos qui a été réaffectée uniquement en logement locatif, mais qui est affectée à un projet intergénérationnel. Nous avons un partenariat qui est très fructueux avec, je crois, l'ASBL Un Toit Deux Âges, là-bas.
qui anime alors toute une vie commune entre les ménages avec enfants et des ménages personnes plus âgées. Voilà, rue Jardin des Jardins Potagers, c'est de nouveau un immeuble mixte, et rue d'Estouvel à Schaerbeek aussi. Alors, nous avons eu pas mal de missions déléguées par le gouvernement au cours des différents contrats de gestion, mais on avait aussi des opérations assimilées, c'est-à-dire que nous lancions, je dirais, sur propre initiative. Et ces missions, elles étaient tantôt destinées à être louées, tantôt destinées à être cédées sous droit réel démembré, ou tantôt à être vendues. Bon, je n'ai mis que quelques exemples ici, et ça allait toujours autour de projets très spécifiques à réaliser. C'était des opérations de réhabilitation, de réaffectation, de reconstruction, de revitalisation urbaine, on en a fait beaucoup dans le passé, et aussi d'hébergement pour des publics fragilisés. Et alors, nous avons déjà en 2013, on avait lancé ce qu'on appelle notre projet Aide locative plus. En fait, on a proposé à des candidats locataires de notre registre du secteur locatif d'acquérir un droit de superficie sur un immeuble qu'on venait de développer. Et donc, cet immeuble, il est situé à Molenbeek, et donc 54 logements ont été cédés sous droit de superficie pour une durée donc de 50 ans à des candidats locataires. Bon, c'est un projet qui a demandé beaucoup d'accompagnement, hein, ça je vous le dis tout de suite, mais enfin, on avait fait un tout premier pilote de droit réel démembré déjà en 2013. Alors, on a aussi de nombreux partenariats, que ce soit en matière de location, donc notre patrimoine, ou que ce soit des projets qu'on a développés et qu'on a cédés ensuite en amphithéose ou qu'on s'apprêterait à vendre. Alors, donc, je vous ai parlé déjà d'une opération d'habitat intergénérationnel. Bon, on en a une autre avec Habitat et Participation sur le site des FEN, mais on verra ça plus loin, c'est dans les opérations récentes. On a une structure d'habitat communautaire pour des adultes handicapés, notamment celle avec le 8e jour. Hein. Donc, là, on a 2 sites en partenariat avec le 8e jour. On a développé aussi un immeuble, enfin une partie d'immeuble de logement qu'on a réaffecté en centre de prévention des violences, enfin un centre d'hébergement pour des personnes victimes de violences familiales. Et on a étendu le partenariat avec ce centre de prévention, de sorte à ce que quand ces ménages sortent du centre, eh bien, on leur réserve quelques logements et ils entrent à ce moment-là dans un logement locatif du fonds. Alors, on est très sensibilisé aussi à tout ce qui est effort contre pour la lutte contre le sans-abrisme. Et donc, nous avons une collaboration de quelques logements avec le SMES, où on accorde, on part d'un bail glissant qui, si tout va bien, va devenir un bail pérenne. Bon, je n'ai repris que quelques exemples. Nous arrivons maintenant à la production et à la vente de logements. Bon, le fonds construit et rénove des logements pour son patrimoine propre, bien entendu, et ça, on en a parlé, donc ceux-là, il les loue, mais également pour les vendre. Et alors, on les vend à prix coûtant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a acheté le foncier le plus souvent sur le marché privé. On a lancé les marchés, on a l'aide de conception et d'exécution le plus souvent, et puis on les vend au prix qui nous sont revenus. Alors, on a plusieurs opérations qui sont en cours ou fin de commercialisation. Certaines, d'ailleurs, ne devraient plus se trouver là parce qu'elles sont entièrement vendues. Et dans les futures commercialisations, il nous reste un projet important qui sera commercialisé l'année prochaine à Anderlecht, c'est la rue Malherbe et l'angle des rues Ansor-Malherbe. Et puis, un projet dont on parlera après, qui est notre plus gros projet, en fait, qui est celui de Trèfle, à Anderlecht aussi. Et donc, comme vous voyez, l'évolution de la production de logement, donc l'encours de production de logement diminue fortement maintenant parce que nous avons réalisé déjà tous les investissements liés au plan logement et à l'Alliance Habitat, et nos programmes antérieurs touchent à leur fin aussi. Et vous voyez donc qu'on a quand même mis beaucoup de logements en service, que ce soit pour la location ou la vente, lors de ces dernières années.
Alors, les conditions de vente, eh bien, elles sont identiques à celles du crédit hypothécaire. Donc, l'avantage, c'est que les candidats peuvent acquérir avec ou sans le crédit du fonds, mais la majorité écrasante, évidemment, contracte également le crédit du fonds. Alors, fin 2020, effectivement, vous voyez, l'encours diminuait déjà fortement. Et il nous reste pour l'instant 174, bon ça c'était fin 2020, hein, donc l'encours descend encore de 344 logements cette année. Et ça mobilise quand même un investissement total assez considérable parce que bon, ça correspond à 295 millions. Et donc cette année, nous avons déjà livré plus de la moitié du programme de cette année et donc on va livrer effectivement 344 logements, dont 58 locatifs et 286 destinés à la vente. Alors ici, un petit... Attendez, oui, je crois qu'il y a... Voilà. Donc, comment est-ce qu'on procède pour les ventes? Il n'y a pas de registre à proprement parler, c'est-à-dire qu'on encourage très fort les ménages que ça intéresse à s'inscrire à notre newsletter qui communique toutes les informations sur les nouvelles commercialisations. À ce moment-là, il y a soit une prise de rendez-vous pour visiter le bien, mais nous vendons également sur plan. Donc, il y a éventuellement un envoi de la documentation pour ces ventes sur plan. Soit dit en passant, si on n'avait pas fait de la vente sur plan en 2020, je pense qu'on aurait eu une activité quasiment à l'arrêt. Alors après ça, il y a un pré-engagement du ménage qui, à ce moment-là, réalise une offre avec clause suspensive et qui déclare à ce moment-là si elle veut contracter le crédit, si elle fait une demande au fonds ou si elle fait une demande en banque. Et donc, l'offre, eh bien, c'est le fonds ou la banque qui va lever la clause suspensive et à ce moment-là, l'engagement devient ferme. Et donc, nous traitons les offres de façon chronologique. Donc, il y a quand même une chronologie des candidats. Celui qui a fait une offre dont la clause suspensive est levée par rapport à celui qui l'a introduite plus tard, eh bien, le premier aura le logement, s'il y a un intérêt pour le même logement. Alors ensuite, ben, c'est tout à fait classique, hein, donc la signature des actes et la remise des clés. Alors, les conditions particulières, mais ça dépend un peu des programmes du fonds. Donc, sur certains programmes, ce fonds n'est pas du tout subventionné. Mais donc, il reste quand même le taux de TVA à 6% qui constitue quand même un avantage considérable et qui renforce quand même l'accessibilité financière du logement pour les ménages. Bon, en plus, on ne fait pas de marge, donc on vend au prix de revient. Et pour l'Alliance Habitat, là, nous avons reçu du gouvernement une dotation importante qui représente 20% du budget total environ, des 1000 logements qui nous ont été confiés, donc dont le développement nous ont été confiés. Et donc, en fait, nous avons décidé d'innover et de ne pas faire une prime, mais de faire plutôt, de pouvoir différer le paiement d'une partie du prix de vente. Et donc, ça a permis à des ménages qui n'avaient pas du tout la capacité financière pour payer un logement qui serait de la taille adéquate à leurs besoins, eh bien, on a pu différer jusqu'à 30% du prix. Donc ça, jusqu'à 30%, on fait ça pour des ménages qui sont vraiment dans les barèmes de revenus du logement social, jusqu'à 20% pour les ménages qui sont à revenus modérés, et normalement, les ménages à revenus moyens n'ont pas besoin d'aide. Et donc, on a vendu, mais donc ce n'est pas une prime, donc ça veut dire que ce paiement différé revient au plus tard à l'aliénation du logement, et donc là, il est prélevé, indexé à l'indice santé sur le prix de vente, ou même au moment d'une succession. Donc, c'est une tentative de recyclage de subsides, entre guillemets. Et donc, nous avons déjà procédé, bon, fin 2020, on n'avait pas encore un volume énorme parce que c'est le programme Alliance Habitat et que ce programme est évidemment plus récent que les programmes non subventionnés. Mais donc, on
Et 31,4% des ressources du ménage sont absorbées par la mensualité. Les charges de copropriété sont suivant la taille du logement, situé en moyenne entre 100 et 200 euros par mois. Alors, parmi ces ménages, 87% avaient des revenus professionnels, mais 10% étaient sans emploi et 3% avaient des revenus de personnes handicapées. Alors, je vais aborder quelques projets récents dont on est assez fiers, notamment le projet de la rue des Faines. Je vous disais qu'on essayait d'avoir de la mixité sur les sites. Ce projet-là était un projet d'assez grande envergure puisqu'il comporte 99 logements, 63 destinés à la location et 36 à l'acquisition. Donc, on avait déjà une mixité de propriétaires et de locataires, mais on a voulu aussi avoir une mixité en créant, avec l'ASBL Habitat et Participation, 12 logements et une salle communautaire qui sont donc intergénérationnels. Et on a créé aussi, toujours sur le même site, puisqu'il y a un très bel intérieur d'îlot, on a créé aussi une structure d'hébergement inclusif qui est destinée en fait à des personnes handicapées vieillissantes et du 8e jour et qui ne pouvaient plus habiter en habitat accompagné, semi-accompagné, comme nous avons d'ailleurs à la rue du Houblon, on a une opération avec eux, où là, ce sont des personnes plus jeunes qui habitent. Et donc, il y a un moment une perte de mobilité et il fallait absolument créer une infrastructure adéquate pour ces personnes. Et donc, je trouve que c'est vraiment un très beau projet qui est représentatif de ce à quoi on croit et que le Fonds du logement peut contribuer. Ce sont des projets inclusifs basés sur des complémentarités avec des partenaires qui, eux, à ce moment-là, peuvent s'occuper de l'accompagnement spécifique. Alors, ça, c'est un autre projet récent. En fait, nous avons développé pour nos projets, on a développé toutes sortes de procédures de marché public. Je dirais que le plan logement et nos programmes propres des 10 dernières années ont été essentiellement développés en conception-exécution. Pourquoi? C'est pour avoir quand même une maîtrise du budget au moment où on choisit le projet, puisque le prix est ferme et il n'y a plus que les révisions qui peuvent s'y appliquer. Mais bon, ce n'est pas un mystère, dans la région bruxelloise, les permis sont très longs à obtenir. Et donc, nous avons réfléchi à une diversification du mode de production pour essayer de mieux lisser les livraisons de logements au cours des années. Et donc, nous avons mis en place, depuis 2016, une procédure d'acquisition directe sur le marché privé, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence entre ce que les promoteurs construisent, entre guillemets, et ce que nous construisons. Et donc, on n'avait pas besoin de prescrire. Ce qu'on voulait, c'était du logement. Et la seule chose qu'on voulait discuter, c'était le prix. Et on pensait qu'on pouvait avoir une économie d'échelle en achetant en gros, évidemment. Et donc, ceci, c'est le projet phare de l'acquisition directe, parce que celui-là, il fera à terme, la première phase qui est inaugurée ici, vous voyez la photo, elle est de 199 logements, mais nous avons acheté la deuxième phase aussi, et donc au total, ça fera 294 logements passifs. Et avec ça, en fait, on a clôturé tous nos investissements de tous les programmes qui nous avaient été confiés. Donc la seconde phase, le chantier vient seulement de démarrer, mais dans la première phase, des logements sont déjà occupés. C'est une très belle opération en plus. Regardez, c'est une belle architecture. Vous pensez certainement à la place Flagey. Les architectes ont avoué qu'ils s'étaient vraiment inspirés. Alors ça, c'est un autre projet que nous avons développé nous-mêmes et qui se situe à un jet de pierre d'Erasme. Et c'est vraiment un très bel immeuble aussi. D'ailleurs, il a eu un succès considérable. Les 64 logements sont partis très, très vite. Je crois que toutes les ventes sont finalisées maintenant. Et donc, ce projet est intéressant parce qu'il s'intègre dans un lotissement plus important, Erasmus Garden, qui a été développé par BPI. Et donc, nous avons acheté 2 lots dans ce projet-là pour justement arriver aussi indirectement à de la mixité. Et je dois dire que c'est une réussite. Et alors, en plus, c'est juste à côté du métro, mais si vous regardez de l'autre côté, eh bien, vous êtes dans le Payot Van. Voilà, il y a une belle fresque qui a été faite aussi. Et voilà l'ensemble. Ah, oui, voilà. Et vous voyez, la campagne n'est pas très loin derrière.
Alors ça, c'est encore un projet qu'on vient d'inaugurer. C'est l'opération des Saules, qui est une acquisition directe aussi, un très beau développement où nous avons acheté 76 appartements passifs, bien entendu, et 4 maisons unifamiliales qui sont déjà vendues. Je crois qu'elles ont été les premières vendues. Et donc ça a été développé sur une ancienne friche industrielle en pleine transformation. Et les logements sont vraiment beaux. Je crois que chaque logement a une terrasse, ce qui est le cas aussi à Erasme d'ailleurs. Bon, on en parle beaucoup plus maintenant, mais je veux dire, ça faisait partie des critères de qualité pour le fond. On pense que c'est toujours bon d'avoir un petit espace extérieur. Et ici, je crois qu'ils ont mis des bacs potagers sur un des toits plats. Enfin bon, c'est un beau développement. C'est aussi un quartier de la ville qui est en pleine mutation. Alors, il reste le quartier des Trèfles à Anderlecht. Et là, c'est un projet qu'on a divisé en 3 lots. Pourquoi en 3 lots? Ceux qui connaissent l'endroit verront le bâtiment avec des cercles. Là, c'est une très jolie école, une très belle école qui vient d'être réalisée. Et donc, nous avons acheté 3 îlots. Le 3e îlot, il n'est pas complet, donc nous n'avons pas l'intérieur d'îlot parce qu'en fait, le reste appartient à la commune. Et on va certainement, on est en train déjà de réfléchir à une gestion de cet intérieur d'îlot pour y associer les riverains. Alors, le programme est considérable, hein, c'est 467 logements. Donc, vous voyez, dans l'îlot 1, il y en a 181, dans l'îlot 2, 159, dans l'îlot 3, 127. Mais il y a aussi une crèche de 50 enfants et des surfaces, je dirais, d'équipements de proximité, un petit lavoir, un réparateur vélo, un commerce. Enfin, on a prévu ça aussi. Alors ça, ce sont les images de synthèse à ce jour, puisque nous venons seulement d'attribuer les lots. Et donc, vous voyez, l'îlot 1, il y a eu un partenariat avec Bruxelles Environnement très approfondi pour réaliser un quartier durable. Et donc, non seulement ces logements sont passifs, mais en plus, ils remplissent le tout nouveau référentiel que Bruxelles Environnement a un peu testé sur notre projet. Et donc, il y a eu une attention très particulière à apporter à la durabilité, au paysager, au cycle de l'eau. Et bon, c'est une concertation, je ne cache pas que elle a duré 2 ans au moins, avant d'arriver à aboutir au cahier des charges, à publier le cahier des charges et à attribuer. En fait, les permis vont être, si tout va bien, ils seront introduits encore en octobre. Ici, vous avez le 2e îlot. Vous voyez, il y a quand même tout un espace paysager. Je dirais qu'on a profité de l'échelle de ce projet pour justement pouvoir se donner les moyens d'avoir une vraie dimension paysagère. Alors, on a confié ça à des équipes différentes, volontairement, pour permettre de retrouver le mécanisme de la ville, la diversité de la ville, et ne pas avoir un ensemble trop imposant d'une seule patte d'architecte. Et donc, dans le 3e îlot, il y a une crèche qui est prévue, un commerce. Alors, chaque îlot a sa salle communautaire. Pourquoi? Mais pour permettre aux syndics d'y tenir leur réunion de copropriété et pour permettre aussi des activités de proximité et, je dirais, de créer du lien social entre les nouveaux occupants et peut-être même les riverains. Et donc, chaque îlot est divisé en plusieurs copropriétés distinctes. Donc, il y a la copropriété sur le parking et le terrain et d'autres copropriétés qui, elles, ont taille humaine, c'est-à-dire de l'ordre de 50 logements. Alors, j'en arrive à quelques chiffres pour montrer que bon, tout ça, évidemment, ce sont de belles activités, mais ça demande beaucoup de volume financier. Donc, le pouvoir d'investissement, vous voyez, en 2020, il était de 146 millions donc pour financer toutes les activités dont je viens de vous parler. Les dotations de la région ont atteint 6 millions en 2020. Et les emprunts, parce qu'évidemment, le carburant de l'activité du fonds, c'est l'emprunt qui est réalisé avec la garantie régionale, bien entendu. Et donc, tout ça
donnait fin 2020 un pied de bilan quand même de 1,614 milliard, des capitaux propres de 316 millions, des dettes aussi considérables, vous le voyez, plus d'un an, 1 milliard de dettes, et un résultat qui heureusement était positif de 7 millions. Alors, je voudrais, avant de terminer et de vous laisser la parole pour toutes vos questions, vous encourager et vous inviter à aller découvrir le tout nouveau site du fonds qui a été mis en service pendant le mois de septembre et qui a été entièrement refondu. Ma collègue, d'ailleurs, qui était chef de projet, je pense, dans les présents. Et on a vraiment voulu mettre l'accent sur l'accessibilité. Donc, c'est un site qui est en train d'être labellisé AnySurfer. Et vraiment, tout a été mis pour garantir la transparence, la lisibilité et l'accessibilité à tous les ménages clients du fonds. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis tout à fait à votre disposition pour vos observations et questions. Voilà. Ah, ça va pas. Oui, je vous invite peut-être. Voilà, impeccable. Merci pour cette présentation très, très complète. Je parlais et je confessais d'entrée de jeu mon ignorance relative par rapport à la panoplie d'instruments et moyens d'action du Fonds du logement. Ça a été encore plus renforcé pendant votre présentation. J'étais également frappé par l'aspect mixité fonctionnelle, intergénérationnelle. Ce sont des tendances lourdes, mais c'est vraiment quelque chose un aspect transversal que j'ai noté sur tous vos projets. Je vais ouvrir le bal des questions par ma question. J'étais assez frappé aussi par la première partie de votre présentation sur les prêts hypothécaires qui restent une des missions les plus connues du Fonds du logement, et pour cause, puisqu'il y a, vous avez cité quasiment 11 000 ménages, dont 88% pouvaient prétendre aux conditions du logement social. Quand on regarde les taux d'intérêt, ils restent très bas, mais ils sont peut-être moins concurrentiels que des périodes historiques où on avait des taux d'intérêt qui allaient de 4, 5, 6, voire jusqu'à 10% pour les plus anciens d'entre nous. Mais par contre, vous avez un taux une quotité qui est très, très importante, et c'est probablement le seul guichet où on peut encore s'adresser pour… Est-ce que vous avez constaté une augmentation importante de demande en termes de crédit hypothécaire? Oui, depuis plusieurs mois, on constate qu'il y a une augmentation du nombre de demandes. Vous avez raison. On fait face à une augmentation très nette depuis, je dirais, le deuxième trimestre, effectivement. Alors, ce que je voulais aussi vous dire par rapport au taux, je sais que la fourchette de taux, c'est une observation assez classique, où on nous dit oui, mais bon, les banques affichent des taux faciaux beaucoup plus bas. Je voudrais quand même indiquer que le crédit moyen du Fonds du logement, il est d'une durée de 28 ans. La quotité prêtée moyenne, elle est de plus de 103%, moyenne. Et le taux moyen de remboursement est de 1,82. Alors, si vous rapportez ça, 1,82% pour un crédit de 28 ans à une quotité supérieure à 100%, là, on est imbattable. Maintenant, c'est vrai que si vous faites un emprunt 10 ans au Fonds du logement, comme on ne calcule pas, le paramétrage de la durée n'intervient pas dans la tarification. Effectivement, ce ne sera pas le plus intéressant, mais les ménages qui peuvent le faire ne vont certainement pas s'adresser à nous. Et petit rectificatif aussi, donc c'est 82% des ménages emprunteurs qui relevaient des barèmes. Oui, pardon, c'est moi qui ai fait une erreur. J'ai dit 88, mais j'avais noté 82, effectivement. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui voulaient poser des questions. Je vais commencer par Madame Maison.
Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous encore. Merci beaucoup, Madame Scheid, pour votre présentation qui est voilà, très très claire. Je crois que tout le monde a pu comprendre, alors que les missions sont quand même très diverses. Je voudrais d'abord vous adresser quelques félicitations outre votre présentation. D'abord, effectivement, 97% de taux d'occupation du parc locatif, c'est juste formidable. On le sait, les valeurs ne sont pas du tout les mêmes dans le logement social pour des raisons diverses, mais c'est vrai que vous avez anticipé en procédant en rénovation des immeubles bien avant, et donc je voudrais vraiment vous féliciter pour ça, parce que c'est impressionnant d'avoir un 97% de taux d'occupation. On sait à quel point c'est préoccupant pour les locataires sociaux de se retrouver dans des logements. D'abord, il y a toute une série de logements qui ne sont pas occupés, ce qui est quand même un scandale quand on sait qu'il y a plus de 50 800 maintenant, chiffre actualisé, locataires sociaux, ménages qui se trouvent sur liste d'attente, et que les listes d'attente, mais le délai moyen c'est 11 ans et 7 mois. Donc, c'est très, très, enfin, voilà, c'est vraiment très, très bien d'aboutir à ce taux d'occupation. Oui, je voulais rebondir sur ce que M. Van der Gins a dit aussi. C'est vrai que 82% des emprunteurs qui sont dans les barèmes du logement social, eh bien, c'est autant de personnes d'abord qui vont avoir un toit, et on sait à quel point un toit, c'est le rempart absolu contre la pauvreté et la précarité. Et qu'en outre, voilà, c'est quand même autant de personnes qui ne se trouvent pas évidemment sur les listes d'attente dont je viens de parler. Je voudrais aussi, oui, soulever ce que vous avez soulevé aussi, M. Van der Ginst, le côté mixte, hein, mixte des missions, mais mixte des publics aussi. Et enfin, il y a eu une évaluation par le bureau Isis Consult du contrat de gestion qui vient maintenant à expiration. Donc, le fonds a un contrat de gestion avec la région bruxelloise. Et c'est vrai que le bureau de consultance a mis en exergue la maturité et la maîtrise de votre gestion interne au fond. Et donc, je voudrais aussi vous adresser mes félicitations pour cela. Alors, j'ai quelques questions, puisqu'on sait maintenant qu'il va y avoir un nouveau contrat de gestion entre le Fonds du logement et la région bruxelloise qui va être négocié, hein, et je suppose que ça se fera rapidement, puisque c'est à partir de… ça couvrira la période 2022-2026, si je ne m'abuse. Je voulais savoir un petit peu quelles étaient vos attentes en termes de politique nouvelle qui serait négociée entre la région et le fonds. Vous nous avez parlé, effectivement, j'ai pris quelques notes, hein, du fait pour les garanties locatives que vous souhaiteriez pouvoir les accorder pour des baux inférieurs à 1 an, puisqu'il y a une précarisation grandissante évidemment du public bruxellois. Que pour le fonds Bruegel, vous souhaiteriez qu'on trouve une solution pour les gens qui ne payent pas leurs cotisations, c'est 5 € minimum, je pense, ou bien qui ne restitueraient pas la garantie en termes de bail, puisqu'effectivement, ces personnes-là, elles vont se retrouver sur le marché locatif privé. Hein. Donc, voilà. Alors, effectivement, la région déploie d'autres moyens. Hein. Je voudrais aussi souligner que les agences immobilières sociales, mais aussi l'allocation loyer, on va bientôt avoir une nouvelle allocation loyer, l'arrêté royal a été publié, et donc on va pouvoir aider aussi tous ces ménages qui se trouvent, je voudrais quand même le souligner, qui est une politique volontariste de la secrétaire d'État, et donc on va pouvoir aider aussi avec des chèques, finalement, tous ces gens qui se trouvent contraints aujourd'hui de louer sur le marché locatif privé. Donc je voulais savoir un petit peu, au-delà de ces 2 éléments que vous nous avez indiqués, notamment si… voilà, pour les mécanismes d'accès à la propriété, notamment ce dont on parle, hein, qui est évoqué, je crois, dans la déclaration de politique régionale, les prêts à taux zéro pour les droits d'enregistrement et les frais de notaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez voir abouti, effectivement, et concrétisé dans le nouveau contrat de gestion, et de manière générale, tous les mécanismes, finalement, pour stimuler l'accès à la propriété. Voilà. Donc, c'était un petit peu mes questions. Et je vous remercie de votre attention à tous. Alors, d'abord, le taux de 97%, je voudrais balayer devant notre porte. On serait déjà très content si on arrive à maintenir dans la durée 95% de taux d'occupation. Parce qu'évidemment,
97%, c'était un record. On ne l'a pas fait exprès, ça tombait fin d'année. Mais bon, on visait, en tout cas dans notre contrat de gestion, 95%. On a mis beaucoup de choses en œuvre pour ça. Mais on a eu de la chance aussi parce qu'on arrivait dans un cycle, on revient de plus loin, hein, on arrivait dans un cycle où on achevait quand même les rénovations les plus lourdes. Hein, donc, voilà. La mixité des missions, je dirais que ça, c'est vrai que c'est un de nos points forts. Et je dirais que c'est grâce à la diversité de nos activités. J'entends souvent des gens qui disent « Mais enfin, pourquoi vous faites autre chose que du crédit? Votre boulot, c'est faire du crédit. » Notre boulot, c'est de permettre à un maximum de ménages d'accéder à un logement décent et pérenne. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé des leviers différents. Et il ne faut pas rêver, tout le monde ne va pas accéder à la propriété. Et je dirais même que le public qui s'adresse à nous pour la garantie locative, c'est un public qui est même encore plus précaire que celui de nos locataires. Donc, il y a différents segments de population qu'il faut prendre en compte et il faut arriver avec des solutions, effectivement, qui ne sont pas les seules dans la région. Hein. Je crois que la location loyer est effectivement un dispositif très, très important aussi. Les AIS ont abattu quand même un travail considérable. Mais je pense que le fonds a toute sa place, en tout cas, pour justement croiser ces expériences différentes et en faire un moteur d'innovation et en faire un moteur pour créer finalement un peu de frais des pilotes d'autres choses. Alors, effectivement, nous sommes dans une période charnière puisque notre contrat de gestion s'achève cette année, donc fin 2021. Nous avons déjà soumis effectivement une proposition de contrat de gestion qui doit encore faire l'objet de discussions avec le cabinet et puis ensuite par le gouvernement. Alors, dans les politiques nouvelles, bon, on connaît évidemment le contexte régional et on sait que ça va être assez difficile, je dirais, les années qui viennent. Enfin, c'était déjà difficile avant, mais ça risque de l'être encore plus. Mais pour ce qui est de l'accession à la propriété, je vais peut-être commencer par le prêt à taux zéro qui était dans la déclaration de politique générale, mais à laquelle nous n'avons pas été associés. Moi, personnellement, je crois que le prêt à taux zéro pour la partie des frais d'acte, c'est un dispositif qui ne renforce pas l'accessibilité au logement. Et on a une autre proposition à faire. On a calculé, on a simulé, prêter les frais d'acte. Bon, il faut savoir aussi déjà qu'il y a un abattement, c'est important pour les frais d'acte sur le marché secondaire. Mais prêter les frais d'acte à taux zéro, ça revenait finalement à faire sur toute la durée du crédit une différence de 10 à 15 € par mois. Et donc, ce n'est pas ça qui va régler le problème, puisqu'on peut prêter à des ménages qui ont peu d'apport, on peut prêter une quantité importante, on peut prêter longtemps. On a pensé que ce n'était pas ça qui fonctionnerait, enfin, qui augmenterait l'accessibilité des ménages. Parce qu'en fait, c'est ça. Comment augmenter le levier du crédit pour des ménages dans un contexte où les prix de l'immobilier augmentent beaucoup plus vite que les revenus. On avait par exemple calculé que rien qu'avec l'évolution des prix entre 2020 et 2021, eh bien, un ménage qui n'avait pas acheté début 2020 mais allait acheter début 2021 un logement moyen, un appartement, aurait dû épargner 20 000 € en plus pour acheter le même bien. Et donc, ça, c'est assez désespérant parce que le marché immobilier, il ne va pas baisser. J'espère que ça va un peu se calmer, mais il ne va pas baisser. Et les revenus, jusqu'à nouvel ordre, ils n'augmentent pas aussi vite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Mais ça, évidemment, ça aurait un coût pour la région. Et donc, ça, c'est évidemment sous réserve que ce soit possible pour la région. Nous pensons qu'on pourrait renforcer la capacité financière du ménage en accordant une prime à l'acquisition, une prime dégressive à l'acquisition qui finalement allégerait la mensualité pendant 5 années, hein, donc de 100 € par exemple la première année, 100 € par mois, la deuxième année 80 € par mois, la troisième année 60 € et ainsi de suite jusqu'à avoir la mensualité fixe et que les mécanismes d'inflation compenseraient cette hausse progressive. Mais grâce à ça, on avait simulé que ça augmentait finalement fictivement les revenus du ménage, les revenus mensuels du ménage, sur lesquels on base la capacité maximale de la mensualité. Ça gonflait virtuellement les revenus du ménage de 300 € par an. Et donc ça, effectivement,
Ça a un coût, hein, on l'avait calculé. Si on veut accorder ça, il faut cibler aussi. Il faut cibler une population. Il faut voir ou bien on accorde ça aux jeunes pour qu'ils restent dans la région, ou bien on accorde ça à des catégories de revenus qui sont vraiment encore très inférieures. Enfin, ça, ce sont des choix effectivement à discuter. Mais on pouvait quand même, si on pouvait faire 500 crédits comme ça, ben, ça coûtait, en tout cas quand on a fait le calcul de simulation, ça coûtait de l'ordre de 1,8 million pour renforcer de manière substantielle la capacité d'emprunt d'un ménage. Bon, voilà, ça c'est quelque chose qu'on a proposé, évidemment, mais bon, on verra bien entendu ce qu'il en est. Vous avez parlé aussi, Madame Maison, du fonds Bruegel. Donc le fonds Bruegel, je crois que beaucoup s'accordent pour dire que c'est absolument nécessaire et qu'il faut pouvoir aider ces ménages, mais il faut savoir qu'on savait aussi dès le début que le fonds Bruegel est intrinsèquement déficitaire. Il faut se rendre compte, sur un crédit hypothécaire, on a une hypothèque. Quand on a un locataire, bah, il y a en tout cas le logement. Donc, si le locataire ne paye pas, il y a un moment où ça finit mal, hein, ça va finir par l'expulsion. Le crédit garantie locative, s'il n'y a pas de remboursement, il y a l'obligation de ficher. Donc, ça veut dire que ce ménage-là ne pourra plus contracter de crédit. Bruegel, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et comme ce sont souvent des baux de très courte durée, au moment de la restitution de la garantie locative, on n'a même déjà plus l'adresse du ménage. Et donc, Bruegel, c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on arrive, d'abord, il faut qu'on réalimente le fonds Bruegel. On est en discussion avec l'administration à ce sujet, hein, puisqu'on utilisait toujours les avances récupérables qui ont alimenté le crédit garantie locative en 2000, en 1999 et 2000, et on a tourné toujours sur ce montant-là depuis lors. Évidemment, maintenant, on a très fort augmenté le volume des garanties locatives, et il faut avouer, le fonds Bruegel est très déficitaire. On a vraiment un problème à récupérer, et donc il y a une grosse perte à ce niveau-là, comparé aux autres activités du fonds. Donc, c'est là qu'on pense qu'il y a moyen de passer le relais au CPS. Bon, le CPS a un avantage sur nous, hein, c'est qu'il peut récupérer l'aide qu'il a constituée pour la garantie locative sur le revenu d'intégration. Nous pas. Et donc là, il faudrait trouver des relais. Il faudrait trouver des relais, et on est en discussion avec Brulocalis. On a repris les discussions avec Brulocalis. On va essayer de renforcer encore ce partenariat qui, je dois le dire, fonctionne déjà très bien sur le terrain. Bon, comme autre politique nouvelle, bon, le fonds a été très étonné de ne pas être repris dans la déclaration de politique régionale parmi les opérateurs de production de logement. Et donc, nous avons finalement, à la demande de la région, développé une expertise, parce que vous devez savoir que la production du fonds, elle était relativement restreinte jusqu'aux années 2010-2011. On est vraiment monté en puissance à ce moment-là avec le plan logement, à la demande de la région, et puis avec l'Alliance Habitat, à la demande de la région aussi. Et donc là, on ne comprend pas très bien. Donc, effectivement, nous plaidons pour continuer à développer des opérations de logement, parce qu'on sait quand même tous qu'on manque cruellement de logements dans la région et qu'il y a pour l'instant même un manque cruel de logements neufs dans la région. Le marché, c'est littéralement un peu asséché. Et donc, tout qui peut contribuer à ça, à mon avis, doit le faire. Alors, bon, bien sûr, c'est très technique, mais le fonds a été consolidé comme la SLRB dans le périmètre des administrations publiques. Et donc, c'est vrai que les dépenses d'investissement du fonds pour les développements immobiliers, comme celles de la SLRB, pèsent évidemment sur l'équilibre sec régional. Bon, c'est très technique, mais à mon sens, il doit y avoir moyen de trouver un moyen terme et un pilotage et je dirais un rythme de développement, parce qu'on a vécu avec le plan logement et avec l'Alliance Habitat des programmes one-shot qui ne sont pas bons pour tout le monde. C'est très difficile à gérer. C'est très difficile d'être tous au même moment en train de chercher du foncier. Le fonds n'a que très peu accès aux réserves régionales foncières. Et donc, nous avons acheté à peu près toutes nos opérations sur le marché privé. Nous avons pris beaucoup de temps pour rencontrer des communes, essayer de les amener à nous permettre de développer des droits réels démembrés sur des réserves dont il restait maître. Et on a pu le faire avec quand même la commune d'Ixelles et la commune de Watermal-Boisfort. On a développé 2 belles opérations,
de droit réel démembré. Donc, c'est en fait une superficie conséquence, hein. C'est-à-dire que c'est la durée de l'amphithéose qui est appliquée sur le droit. Et donc, ça, pour moi, ça rencontre totalement aussi les objectifs régionaux. On a beaucoup expérimenté là-dessus et je pense qu'on est prêt effectivement à développer d'autres projets de ce type-là, qui, du coup, mobilisent moins de volume financier aussi, du fait qu'il s'agit d'un droit réel démembré et que la commune resterait maître de son foncier. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'était les grands accents du contrat de gestion qu'on souhaiterait pouvoir discuter. Merci pour cette réponse complète. Je passe la parole à Madame Terrache de l'AIS Logement pour tous, si je ne m'abuse, mais elle me corrigera. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation qui était claire et complète. Moi, j'ai 2 questions, mais voilà, j'ai peut-être des infos erronées. Est-ce que dans le cas d'une demande de crédit pour l'achat d'un logement, est-ce qu'il est vrai que les acheteurs doivent être domiciliés à l'adresse pendant un certain nombre de temps? Et si oui, combien? Et dans le cas, admettons que les acheteurs soient un couple, et que rapidement, ils se retrouvent, donc un couple qui achète un appartement, une chambre, et que rapidement, ils se retrouvent avec 1, 2 enfants. Est-ce qu'ils sont coincés dans le logement, une chambre à 3 ou 4 pendant un certain nombre d'années? Alors, la réponse, c'est qu'on s'est aligné donc pour l'obligation de se domicilier, on doit le faire en déant les 2 ans, ce qui est la même chose que pour l'abattement fiscal, hein. Donc, on s'est aligné tout à fait sur les conditions régionales. Donc, même si on fait des gros travaux, en déant les 2 ans, là, les gros travaux sont finis et il faut être au plus tard domicilié dans le logement à ce moment-là. Alors, l'objectif, c'est effectivement de rester domicilié dans le logement. Mais on a quand même prévu la possibilité de mettre en location, parce que beaucoup de ménages, les plus jeunes, ont l'occasion d'aller travailler quelques années à l'étranger ou enfin, on peut avoir une certaine mobilité. Et donc là, on autorise la mise en location et on encourage fortement à louer à un tarif qui soit un tarif AIS ou des logements du fonds. Sinon, il y a une majoration du taux dans ce cas-là, si c'est loué à un loyer plus élevé. Alors, pour ce qui est de l'obligation d'habiter le logement, mais pas du tout. Nous avons très nombreux ménages qui ont acheté un premier logement, puis qui l'ont revendu et qui en achètent un second. Il y a parfois un transfert d'hypothèque qui se fait. Enfin, je veux dire, c'est un cas qui est tout à fait courant. Évidemment, les ménages qui s'adressent au fonds ne sont pas des ménages qui sont constitués et qui ont déjà tous leurs enfants. Et on a même le cas contraire, hein, un ménage qui à un moment est dans un logement trop grand et le revend, à ce moment-là, il rachète un autre et peut recontracter un crédit du fonds. Ok. Du coup, vous avez répondu partiellement à ma deuxième question où je me demandais après combien de temps le ménage pouvait revendre le logement. Le ménage peut revendre à tout moment, mais il faut savoir qu'il va perdre ses droits, hein. Il va perdre ses droits d'enregistrement, donc on ne conseillerait jamais ça. Je veux dire, il faut quand même un tout petit peu anticiper les besoins pour les années qui viennent. Ce n'est pas la même chose qu'une location. Mais oui, bien sûr, le logement peut être vendu. La condition, c'est de ne pas être multipropriétaire. Mais encore, parce qu'il y a parfois dans le cadre de succession où on est nu propriétaire pour un cinquième d'une propriété, et ça on n'en tient pas compte. Ok, merci. Micro, je pense que Monsieur Gilles parle, mais on ne l'entend pas. Ah, merci. Pardon. Je disais, je passe la parole à Esther de l'ASB Lilo. Excuse-moi, Esther, j'étais distrait, mon micro était coupé. Je vais justement s'inspirer un petit peu ce qu'il vient de se dire par rapport à l'agrément. J'ai compris que dans certains cas,
en particulier dans le cas de l'Alliance Habitat, il y avait une réduction sur le prix de vente de l'ordre de 20%, que dans les autres ventes, la réduction correspondait en fait à la tranche de marge. De manière générale, ça correspond à quelle différence par rapport au prix du marché? Excuse-moi Esther, je t'interromps, on t'entend très très faiblement. Je ne sais pas si c'est juste moi. Donc je pense que pour le bien de tous, si tu peux parler près du micro. Fais un petit essai. On peut peut-être prendre une autre question. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a, en attendant que Esther règle son micro. S'il y a Là, une vous autre... m'entendez? C'est parfait. C'est magnifique. Désolée. Désolée pour les autres parce que je suis passée en haut-parleur. Voilà. Non, mais on ne comprenait pas ta question. OK. Par rapport au prix d'acquisition par les premiers propriétaires, j'ai compris que dans certains cas, il y avait une réduction de 20% dans le cas de l'Alliance Habitat, que pour les autres cas, la réduction correspondait à la marge du promoteur qui n'existait pas. De manière générale, ça correspond à quelle différence de prix par rapport au prix du marché? C'était la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est quel contrôle vous avez sur le prix de vente des propriétaires. Effectivement, ils vont perdre l'avantage des droits d'enregistrement, mais qu'en est-il du prix auquel ils vont vendre leur logement sur le marché le jour où ils veulent sortir de ce type de logement? Par rapport à ça, mes questions sont un peu liées. J'ai entendu que effectivement le démembrement, c'était une voie que vous aimeriez favoriser. Est-ce que c'est une voie que vous voudriez favoriser aussi dans le cadre de l'acquisitif ou c'est uniquement dans le cadre de votre propre parc immobilier, sachant qu'effectivement, un démembrement permet également un contrôle sur les prix de vente par la suite. Voilà, grosso modo, ce que je voulais demander. Alors, pour ce qui est des conditions de revente, je n'étais pas sûre d'avoir compris si vous parliez des logements qui ont été produits par le fonds ou bien s'il s'agit d'un logement qui a été financé uniquement par un crédit. Non, non, produit par le fonds, financé par un crédit, ça je comprends. Que, Alors, produit par le fonds. pour les logements produits par le fonds, nous avons des conditions restrictives. Et donc, dans les 10 premières années, si le logement est revendu, eh bien, il y a un pourcentage dégressif d'une pénalité qui correspond à 10% la première année. Enfin bon, personne n'a jamais revendu la première année. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3% de la plus-value. Donc, on a réglé le problème comme celui-là. Alors, par contre, s'il s'agit d'un logement qui a été acquis au fond avec un dispositif Alliance Habitat de prix différé, bien entendu, le prix différé revient au fond indexé au moment de la vente. Cette somme revient au fond. Alors, pour ce qui est du démembrement, je ne sais pas si j'ai répondu de façon suffisamment claire à votre question. Mais justement, ce qui manque dans la réponse, c'est quelle est la différence entre le prix de marché et le prix d'acquisition? Écoutez, le prix de marché, moi, je ne suis pas suffisamment spécialiste des micros, enfin de la maille, parce qu'il il faudrait calculer ça presque par tronçon de rue. Tout ce que je peux dire, c'est que pour l'acquéreur, d'abord, il va payer 6% de TVA et pas 21%. Donc, ça fait déjà 15% de différence. Et ensuite, les promoteurs doivent gagner leur vie, donc ils ont une marge. Nous avons, je dirais, d'une part, peut-être des prix moins bons du fait des marchés publics. On n'a peut-être pas les prix tout à fait les plus bas pour réaliser nos opérations, mais on ne prend pas de marge. Voilà. Donc je crois, on vend de l'ordre de 2 500 € du mètre carré en pleine propriété. Donc, ça reprend le sol et ça reprend les briques. Et ce sont des logements tout à fait qualitatifs. Et qui ont souvent, je vous ai dit, une terrasse ou un petit bout de jardin, ou enfin qui ont un balcon. Et donc, en ramenant tout au mètre carré brut habitable, ce qu'on appelle le mètre carré brut habitable, donc le mètre carré construit, pour le logement lui-même, pas pour les communs, eh bien, on arrive à une moyenne dans nos opérations qui est de 2 500 € du mètre carré brut habitable. Donc, je pense que c'est plus bas que beaucoup d'opérations sur le marché. Et si on compte la TVA à 6% au lieu de 21%, c'est quand même assez considérable.
Je ne vous entends pas. Oui, je pense que c'est ton micro qui est désactivé, Esther. Concernant le démembrement, les opérations de démembrement que nous avons déjà effectuées, ce sont des opérations destinées à la vente. Le fonds est plein propriétaire dans son patrimoine. On a quelques amphithéoses, effectivement, et on en a notamment 2 à XL. C'est 2 petites opérations qui sont en train, l'une est terminée, vient d'être inaugurée, et l'autre va être terminée cette fin d'année. Et nous avons effectivement un partenariat avec la commune qui nous a cédé une amphithéose à la rue Wirtz. Et la commune gère des ateliers d'artistes et une petite salle d'exposition qui est vraiment très mignonne. Et le fonds gère en amphithéose 16 logements. Et on a une deuxième opération à la Chaussée-d'Ouavre où 16 logements vont être développés ainsi aussi. Donc oui, je dirais que ce n'est pas un mécanisme qui est très répandu dans notre patrimoine, mais qui en tout cas existe. Et ce sera donc du locatif ou de l'acquisitif? À la Chaussée-d'Ouavre et à la rue Wirtz, c'est du locatif. D'ailleurs, la rue Wirtz, tous les logements sont déjà attribués. D'accord. Merci pour cette réponse. Esther voulait compléter, il faut que tu enlèves ton son. Enlève le son chez toi. Désolée, on a des petits problèmes. Enfin, j'ai un petit problème technique. Oui, il faut couper le micro. Le son, pardon. Ça va, comment ça vous entendez, Esther? J'avais juste une dernière question. Vous voulez couper là, le son? Oui, il y a un Larsen, donc il faut couper le son sous le haut-parleur, sinon il y a un retour de son. Par rapport à la TVA des 6% sur le neuf, s'ils vendent après les 2 ans et qui ne sont plus assujettis à la TVA, si le propriétaire revend après les 2 ans, est-ce qu'il a une indemnité à payer par rapport à cet avantage TVA qu'il a reçu? S'il vend en dehors les 10 ans, il y aura une pénalité qui va être appliquée. Cette pénalité est dégressive et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il revende sous droit d'enregistrement ou sous droit TVA. De toute façon, la TVA, lui, l'a payée au moment d'acquérir son logement et au moment de la revente, ce sera le nouvel acquéreur qui payera soit la TVA si c'est un immeuble presque neuf ou soit les droits d'enregistrement. Ok, merci. Est-ce que Claire, tu avais toujours une question? Oui, je ne sais pas si tu m'as donné la parole, Gilles, parce que j'ai changé. Absolument. Oui. Une toute petite question sur le fonds du logement, l'accès au crédit, à la garantie locative. Dans la réforme, le nouvel arrêté qui va passer, est-ce que vous intégrez aussi la réalité d'énormément de personnes accompagnées par des associations du secteur pour l'accès au logement AIS? Il y a énormément d'AIS qui pratiquent d'abord une convention d'occupation précaire transit, en fait, comme vous le faites d'ailleurs aussi dans certains cas, transit jusqu'à 18 mois et puis switch vers un bail classique. Et à l'heure actuelle, cela empêche l'accès à la garantie locative du fonds du logement. C'est hyper contraignant parce que c'est typiquement des publics qui n'ont pas de garantie locative. Je me demande si ça allait changer. Mais je l'espère. Je l'espère. En tout cas, on a soumis un texte qui ouvre en fait la réglementation des 2 côtés. D'un côté, je vous ai parlé simplement de l'augmentation des barèmes parce que ce n'est pas parce que les ménages ont peut-être un peu plus de revenus qu'ils ne sont pas momentanément dans des très grosses difficultés. Et de l'autre côté, on voulait en tout cas prendre en compte les mineurs non accompagnés, les jeunes émancipés et les baux inférieurs à 1 an. Et donc, j'espère qu'on aura le soutien du gouvernement et qu'on obtiendra ça. Et si en fait, cette problématique des AIS, nous la connaissons parce que nous avons énormément de ménages ici qui viennent constituer leur garantie locative chez nous pour rentrer dans une AIS. Et effectivement, on connaît ce problème et c'est une des raisons qui nous amène à vouloir changer ça. D'autant plus qu'ici, il ne s'agit même pas de baux dans un premier temps, il s'agit de conventions d'occupation précaire, de conventions de transit qui switch vers un bail classique après 18 mois de test ou un peu moins. Normalement, ça devrait être le cas. Ce que je peux faire, c'est demander
à notre service ici de se mettre en contact avec une AIS ou l'autre pour vérifier qu'on a bien pris en compte leurs problématiques. Mais je crois que oui. Super. Parfait, merci beaucoup. Merci. J'ai une question de Caroline de Homegrade qu'elle nous a soumise par écrit. Donc, crédit unique éco-rénovation, pouvons-nous en savoir un peu plus? Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Caroline? Non, non, c'était ça, parce qu'on est curieux de ce qui va arriver et on doit informer les gens, donc proactivement, sachant que les travaux, ça prend du temps. Et donc, aujourd'hui, il y a effectivement le prêt vert de Crédal qui est en route, mais qui est voué peut-être aussi à disparaître. Donc, on aimerait bien être tenu au courant, même si tout n'est effectivement pas encore validé. Voilà quoi. C'est vrai que je me suis fait la réflexion que j'aurais dû en parler un petit peu plus tout à l'heure, parce que c'est évidemment un des morceaux de notre contrat de gestion. Hein. Donc, ce qu'on veut, c'est simplifier le parcours de l'utilisateur. On est conscient, évidemment, qu'on a un rôle à jouer dans la stratégie de rénovation climatique. Et on s'est dit que aujourd'hui, on n'offrait que la solution du crédit hypothécaire. En plus, on avait un crédit de travaux et puis il y avait un prêt vert. Et donc, on a changé tout ça. Et dans le texte que nous avons soumis maintenant et qui va passer, je l'espère, au gouvernement, avec tout ce qu'on y demande, on veut mettre en place un grand crédit unique sous forme hypothécaire ou sous forme de crédit à la consommation qui couvre des travaux, qu'ils soient économiseurs d'énergie ou des travaux de rénovation. Et évidemment, avoir les conditions attractives. Alors, on ne va pas mettre tout le monde à 0%, mais ce qu'on proposait, c'était de mettre tous les ménages à revenus jusqu'à modérés à 0%, et donc de coïncider avec le barème 0% de Bruxelles Environnement, et au-delà de ça, de mettre les ménages à 1%. Et donc, ça veut dire que non seulement ce sont des conditions très attractives pour rénover, parce qu'aujourd'hui, le taux moyen de remboursement au fonds du logement, il est de 1,82, que ce soit un crédit travaux ou un crédit acquisition. Mais en plus, d'avoir un seul crédit qui permette de ne pas avoir d'un côté l'isolant de la toiture et de l'autre côté la toiture à renouveler. Alors, on fait partie d'un groupe de travail avec Bruxelles Environnement et avec Urban. On a beaucoup discuté et je crois que maintenant, une des prochaines étapes, je pense que c'est d'avoir un atelier, un workshop avec vous. Et donc, en tout cas, l'idée de Bruxelles Environnement, c'est d'insister pour qu'on donne tous un peu la même information et la même sensibilisation, ce que nous faisons déjà pour notre prêt-vert. Donc, je dirais, ça ne nous affole pas. Et de simplifier, enfin bon, l'objectif du fonds, c'est vraiment de simplifier l'expérience de l'emprunteur. D'accord, merci. On attend le workshop avec impatience. On a pris bonne note de votre excellente suggestion. Je passe la parole à Thierry Merken. Oui, merci. Je suis désolé, je n'ai pas assisté à tout l'exposé, donc si je pose des questions pour déjà une réponse, je m'en excuse par avance. Mais donc, le gouvernement bruxellois a l'intention d'étendre le droit de préemption et de le généraliser sur toute la région. Je voulais savoir si vous aviez été associé à ça et si vous aviez une stratégie par rapport à ça. Deuxième question, c'est par rapport aux biens qui sont vendus par les pouvoirs publics. Est-ce que vous êtes associé, quand un pouvoir public souhaite vendre son patrimoine, est-ce que vous êtes informé? Est-ce que vous êtes parmi les acquéreurs privilégiés, le cas échéant, pour développer des nouvelles unités? Et alors, une troisième question, c'est de savoir si vous avez envisagé, dans la poursuite de la question des occupations précaires, d'investir dans des logements de type précaire, par exemple des containers qui seraient installés pendant 10, 15, 20 ans, le temps de l'amortissement, puisqu'il y a des permis à durée limitée qui sont permis pour ça, si ça rentre dans votre logique ou pas. Voilà, merci. Alors, pour ce qui est du nouveau texte sur la préemption, j'en ai pas encore pris connaissance, mais en fait, le fonds est déjà préempteur potentiel
dans un certain nombre de périmètres. Maintenant, je dois vous avouer qu'on n'exerce jamais, je n'ai pas souvenir de l'avoir exercé. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un appartement entre deux autres appartements dans un immeuble ou d'une dent creuse où on va pouvoir difficilement, où ça va mobiliser énormément d'énergie de reconstruire juste cette dent creuse. Et qu'il faut savoir aussi que le prix de préemption est le prix du marché. Et donc, en pratique, il est possible, je ne sais pas, je ne sais pas si nous allons être emmenés dans cet élargissement du périmètre de préemption, mais en tout cas, le mécanisme, on le connaît. Et malheureusement, il est presque pas possible à mettre en œuvre. Alors, les biens vendus par les pouvoirs publics, alors là, à mon grand regret, non, on n'est pas informé. On n'est pas informé. Bon, maintenant, je ne dis pas qu'on serait preneur d'un immense immeuble de bureau, mais enfin, bon, pourquoi pas, hein, certains immeubles de bureau peuvent être réaffectés en logement. Hein, mais donc, non, nous n'avons pas connaissance des ventes par le pouvoir public. Et la troisième question pour les occupations précaires. Alors, occupations précaires, nous en avons déjà accordé, mais toujours dans le cadre de partenariats. Parce que pourquoi est-ce qu'un logement peut faire l'objet d'une occupation précaire? Mais parce qu'il est en attente de rénovation. Ça veut dire que ce n'est plus un logement qui est conforme, c'est plus un logement en fait. Il n'est pas conforme au code du logement. Donc, ce qui nous est arrivé de faire, c'est quand on savait qu'on avait un permis et que pendant un an et demi, on allait être bloqué et que la rénovation ne pourrait pas se faire, on avait remis en état de façon très, très sommaire et prêté, entre guillemets, le logement à de l'associatif, mais à condition qu'il accompagne évidemment les publics qui y logeaient. Et qui se fasse un peu le garant de ce que le logement reste sûr. Donc, on a eu quelques expériences comme celle-là. Je ne dirais pas qu'elles ont toutes été bonnes, mais en tout cas, on en a quelques-unes. Alors, faire des conteneurs en bois ou faire des conteneurs… pour ça, il faut d'abord avoir le terrain et acheter le terrain et avoir le permis. Hein. Alors, bon… Jusqu'à présent, ça s'est presque présenté avec un organisme qui est représenté ici, hein, M. Olivier Vadi. On voulait mettre à disposition un de nos terrains à trèfle, justement, pour permettre d'y installer des conteneurs. Mais vous pouvez peut-être expliquer vous-même mieux le projet, M. Vadi. Oui, tout à fait. Hein. Donc, c'est par rapport au projet d'infirmier de rue sur le logement modulaire. Donc oui, on a effectivement eu le terrain, un partenariat avec le Fonds du logement, mais en définitive, ça ne s'est pas fait le temps de l'obtention des permis d'urbanisme, puisque la commune nous disait que c'était la région renvoyait à la commune, et puis là, le projet de construction du Fonds du logement nous a rattrapés, mais bon, c'était une première et ce n'est pas exclu qu'on réitère la demande, évidemment. En tout cas, ça mérite, si c'est pris suffisamment en amont, c'est quelque chose qui est tout à fait possible sur un terrain en attente de permis et de développement. Ça c'est vrai. Maintenant, il faut avoir le terrain au moment qui vous intéresse. Il faut avoir, comme vous dites, les permis, parce que c'est quand même soumis à des tas d'autorisations et le temps passe hein, à ce temps-là. Je vous remercie de ce commentaire. C'est une thématique qu'on aborde dans notre groupe Habitat modulaire. On travaille essentiellement sur la question législative. On est très content qu'il va y avoir des avancées au niveau gouvernemental, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir un arrêté de dispense et il y a déjà eu un arrêté qui a été approuvé en deuxième lecture par rapport au permis à durée limitée. Je pense que le calendrier pour l'adoption définitive en troisième lecture par le gouvernement, ce sera fin de l'année. Le secteur sera informé par un vadémécum que va produire le gouvernement. Mais c'est un petit peu le timeline. Il y a aussi un autre aspect sur lequel on essaye de travailler, c'est des guichets uniques, puisque évidemment, pour chacun de ces projets, infirmier de rue et M. Vadi peut en témoigner, obtenir un compteur,
accès à l'eau, c'est souvent le parcours du combattant, parce qu'il faut expliquer que ce n'est pas forcément du chantier, etc. Mais c'est une thématique sur laquelle on va revenir très bientôt dans le cadre de notre groupe de travail sur l'habitat modulaire. Et donc, je pense qu'on va bientôt voir un progrès sur ce terrain-là. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Je vois que ce n'est pas le cas. Alors, je voudrais, pour terminer, vous remercier encore une fois pour cette présentation extrêmement complète qui nous a donné un panorama de l'offre de services très large offerte par le fonds du logement. Je vois également, là, je vois des petits signes d'applaudissements et il y a plusieurs personnes qui ont laissé des messages. Merci pour cette présentation très claire, très intéressante. J'ai été donc, à titre personnel, extrêmement intéressé par la diversité en termes de mixité fonctionnelle, mixité générationnelle, mais aussi en termes d'instruments, que ce soit le démembrement foncier et également de la qualité des projets que vous nous avez présentés. J'en veux pour preuve le projet Les Sauts, la forêt, avec un choix différent d'équipe architecturale pour ne pas avoir quelque chose d'imposant. Donc, merci pour cette présentation et puis félicitations pour votre travail. Si je ne m'abuse, j'avais lu une étude sur la production de logement social. Je vais peut-être être corrigé par certains, mais le fonds du logement reste un des producteurs ou un des opérateurs les moins chers parce que opérant sur fonds propres. Voilà. Merci encore, Madame Chey, pour votre disponibilité. Pour ma part, je voulais vous dire que ce serait mon dernier webinaire en tant qu'animateur, puisque Barbara, lors du prochain webinaire, je pense le 22 novembre de mémoire, avec Antoine de Bormann, Barbara Charles de Labrousse sera de retour en tant que coordinatrice du réseau. Donc, j'en profite pour ceux que je ne reverrai plus éventuellement, ou on se reverra peut-être dans une autre capacité. Je vous remercie encore pour votre coopération. En tout cas, moi, j'ai pris énormément d'intérêt et de plaisir à animer ces webinaires pendant l'absence de Barbara. Et à très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.